Hola a todos, Atléticos y Atléticas. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mercato Idéal, la première vidéo Mercato Idéal de la chaîne YouTube. On se retrouve enfin, après tant d'années à avoir préparé des vidéos spécifiquement sur YouTube. Vous ne nous connaissiez plus que pour les VOD de nos live Twitch. Et on s'est dit, quitte à revenir, quitte à reproposer des formats vidéo, qui de mieux en fait que la personne qui, voilà, le GOAT hein, quelque part de la VOD et de la vidéo sur YouTube dans le foot francophone. J'ai nommé Scipion. Scipion, comment ça va? Bah écoute, merci beaucoup pour, cette présentation, flatteuse, déjà et vraiment ravi de pouvoir faire, ce concept, avec toi. Comme je te le disais en off, on est en plein dans un grand, tunnel coupe du monde et c'est bien de faire une petite pause, club, puis, mercato idéal avant de se replonger dans les effectifs, du Cap-Vert et de l'Ouzbékistan. Voilà, sans parler de Team Payne et autres nouvelles légendes de la Coupe du Monde. Donc merci à toi d'être avec nous. Donc pour ceux qui nous connaissent, voilà, on a l'habitude chaque année sur Twitch de faire une radio mercato où on se plonge vraiment pendant 4 heures dans les possibilités qu'on pourrait avoir si on était directeur sportif nous-mêmes. Et on s'est dit, aujourd'hui, on va le faire en vidéo avec des personnes qui connaissent un peu moins l'Atlético, mais qui évidemment sont fans de foot. Et voilà, Scipion, aujourd'hui, pour nous, tu seras notre directeur sportif. Tu pourras gérer les départs, les arrivées, les positionnements des joueurs. On imagine que tu discutes de tout ça avec Cholo et que, évidemment, tout ça est fait en bonne entente. Et on aura l'occasion, du coup, de voir qui tu fais partir, qui tu fais arriver et avec quel 11 on se retrouve au final, avec quel remplaçant aussi, parce qu'on sait que pour jouer maintenant la Ligue des Champions, la Liga, la Copa, il faut pas mal de joueurs, il faut pas mal d'effectifs complets. Et donc sur la base de notre radio mercato, on va essayer de prendre en compte les mouvements officiels. Là, au jour où on tourne, il n'y en a pas eu d'officiel, il y en a des très proches, mais rien n'est encore fait. Donc tu as toute latitude pour choisir tes joueurs. On s'est donné un budget transfert. Alors, on fait, voilà, au fur et à mesure des radios, on a trouvé qu'on était assez réaliste dans nos budgets transfert. Cette année, c'est un peu la folie. C'est peut-être là qu'on a le plus de marge de possibilités. On s'est donné 178 millions de budget, sans faire partir de joueurs. Voilà, pour ceux qui sont peut-être moins au courant de l'actualité du club, l'Atlético est peut-être le club en meilleure santé financière de la Liga, avec une masse salariale relativement faible, évidemment, à 140 millions. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est bac à sable aujourd'hui. Et évidemment, voilà, toujours dans l'idée d'être plus proche possible de la réalité, on va essayer de respecter le nombre de joueurs extra-communautaires, les joueurs formés au club et au pays, notamment pour la Ligue des Champions. Donc voilà où nous en sommes, voilà où on en est. Scipion, dis-moi, quelle est ta sensation sur l'effectif, sur cette saison là, qui vient de s'achever par rapport à l'Atlético, voilà, qui a été assez compliquée par certains aspects et glorieuse par d'autres? Ouais, c'est ça, j'ai envie de parler de saison frustrante parce qu'elle se termine, sans titre et tu vraiment pas loin. En priorité, il y a cette, coupe du roi, surtout quand tu sors, le Barça juste avant avec cette, demi-finale, le 4-0. On a vu le quatuor, Giuliano, Alvarez, Griezmann, Lookman faire tellement mal au Barça, qui était pas loin en retour, de faire, la remontée, une défaite 3-0, mais finalement tu avais cette, finale contre la Real Sociedad et l'Atlético malheureusement des fois c'est un petit peu le défaut, c'est quand tu es favori, je sais pas, il y a un poids, il y a quelque chose de particulier et finalement ça n'a pas fonctionné, même si ça allait au tir au but, tu vois? Mais c'est vrai que c'est là où il y a tu des regrets et la Ligue des Champions, est-ce qu'il y aurait pas eu moyen de mettre un peu plus de folie après, ce match contre le Barça encore une fois en quart de finale? Un Arsenal qui certes, on a pu le voir contre le PSG, hein, c'est très difficile de marquer un but contre eux, de les bouger, encore plus en 180 minutes. Mais tu as eu ce moment de folie, tu vois, à l'aller, après, l'ouverture du score de Gyökeres. Le retour à l'Emirates m'a un petit peu déçu, mais je pense que là où l'Atlético aurait dû, peut-être, en mettre plus, c'est justement, ce 1er match, à la maison, avec le public, avec, on sait que quand il y a une énergie incroyable, de la part du Cholo et de ce 11 là, tu peux renverser n'importe qui et c'est dommage parce que c'était une demi-finale, c'est une vraie belle équipe d'Arsenal parce qu'elle est difficile à manœuvrer, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Après, la Liga, ouais, il y a une déception. Figure-toi que Atlético, en tout début de saison, faisait partie de mes 10 équipes que j'avais présentées parmi mes grosses curiosités, parce que je trouvais qu'il y avait un mercato vraiment, un renouvellement conséquent, Ouais, c'est notamment vrai. avec pas mal de jeunes joueurs. Et là où j'avais dit que la saison serait réussie, c'est qu'il y aurait un minimum un trophée. On ne l'a pas accompli, donc pour moi, il y aura quand même un sentiment plus qu'amer. Ouais, c'est ça, c'est au final un peu un sentiment d'inachevé. Je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé chez tous les fans de l'Atlético, chez tous les colchoneros. Notamment effectivement cette finale, hein, on pouvait s'attendre à ce que l'Atlético soit à la hauteur d'une Real Sociedad qui était quand même relativement accessible, hein, qui termine je crois à 10 ou 12e en Liga cette saison. Donc voilà, effectivement, on aurait pu s'attendre à peut-être un peu plus de Vatou aussi contre Arsenal, comme tu as dit.
Mais bon, en tout cas, voilà, ça reste une saison où il y a eu beaucoup de mouvements, tu l'as dit l'été dernier, même cet hiver, hein, pas mal de départs et pas mal d'arrivées aussi. Enfin, moins d'arrivées, mais en tout cas des arrivées conséquentes, notamment celle de Lookman. Donc on se retrouve aujourd'hui voilà, avec un effectif qui est encore à construire, mais aussi des valeurs sûres sur lesquelles s'appuyer. Et en parlant voilà, de valeurs sûres sur lesquelles s'appuyer, c'est une chose, mais il y a aussi les joueurs qu'on veut faire partir parce qu'on estime qu'ils ont déçu cette saison. Est-ce que on va commencer doucement, etc. Mais je propose qu'on aille poste par poste et qu'on voilà, on remonte sur le terrain à partir de la défense. Toi, quel joueur tu vois rester et quel joueur tu vois partir de l'Atlético dans ton mercato? Alors, dans le secteur défensif, pour le gardien de but, la question d'Oblak, elle peut se poser parce qu'il a 33 ans, mais je continue encore une saison avec lui. Peut-être que l'an prochain, ce sera le moment d'aller chercher peut-être le futur, tu vois, parce que même Mousso a 32 ans. Donc, le gardien de but, je touche pas. Je garde Anko, Poubil. Le Normand, je me suis posé la question, mais il y a les petites blessures et ça fait parti pour moi des joueurs qui ont une saison un peu compliquée, mais tu peux relancer. Donc, je le conserve tout de même. Ruggieri à gauche, Llorente qui a cette polyvalence formidable et Molina. Donc si tu as bien compris, moi je vais partir l'anglais parce que 30 ans, oui, en quatrième, cinquième et tout, mais je pense que l'Atlético peut peut-être faire mieux. Et même si c'est un mec emblématique, José María Jiménez, je pense qu'il est temps de tourner la page. J'imagine bien un challenge saoudien pour lui. Donc mes deux départs derrière, c'est Jiménez et l'anglais. Ok, donc bon, je pense qu'on peut revenir un petit peu sur leur saison, et je pense que l'anglais, globalement peut-être sur sa carrière, parce qu'il était peut-être sur sa dernière saison finalement dans le foot européen peut-être. Euh, Ouais, où est-ce que tu le vois où est-ce que tu le vois partir et pour combien et aussi quelles raisons footballistiques encore plus précisément tu justifierais son départ? En vrai, l'anglais, tu peux te dire, ouais, challenge, hors, Europe, pourquoi pas un truc en MLS, même, Arabie Saoudite. Mais s'il y a un club de Serie A, tu vois, qui vient le chercher un peu, européen, tout ça, ça m'étonnerait pas, c'est un joueur que je peux imaginer dans ce championnat. Après la carrière, c'est quand même un mec, tu vois, quand il fait, Nancy, Séville, Barça, c'est quand même une superbe, superbe ascension dans le foot français. Après, ouais, le passage au Barça, quand ça a commencé à décliner, il y a aussi pour moi, avec l'équipe de France, quand il est titulaire contre la Suisse, les 45 premières minutes, la défense à 3, Deschamps qui avait pour une fois fait une erreur tactique assez monumentale. Et malheureusement, bah, c'est un peu le symbole de cet échec. Maintenant, il y a eu le passage en première ligue, il y a eu ce retour en Espagne avec l'Atlético. Donc, il y a quand même eu, tu vois, cette trajectoire qui était très belle. Maintenant, depuis 5-6 ans, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Ouais. Donc tu le ferais partir pour combien toi? Bah, moi, je estime sa valeur marchande, Transfermarkt, 5 millions d'euros, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord, je pense que c'est un joueur qui vaut encore quelque chose parce que voilà, cette saison, je suis bien placé personnellement pour le savoir parce que ouais, je lui tiens à rigueur de beaucoup de situations défensives ratées. Mais c'est un joueur qui, je pense, a encore du ballon, effectivement, et qui a pas l'air d'être cramé physiquement. Donc il a effectivement encore peut-être une petite valeur. Et après, du coup, on arrive au deuxième départ en défense pour toi, qui est José María Jiménez, qui est peut-être un des grands pontes de ce qu'a été le Cholismo à l'Atlético, et de ce qu'il est toujours d'ailleurs. Voilà, il fait partie des capitaines, tout ça. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être se dire que cette saison, il est un peu plus décevant. Euh, Est-ce que c'est vraiment de sa faute footballistiquement pour toi, ou est-ce que c'est plutôt les blessures qui ont fini de l'achever pour le niveau, très haut niveau Ligue des Champions en Europe? Ouais, ça fait partie des joueurs qui ont commencé assez tôt dans leur carrière à enchaîner Liga, Ligue des Champions, matchs de sélection. Et il y a certains physiques hors normes du football, tu vois, qui peuvent tenir la cadence. On peut penser, l'évidence, c'est Cristiano Ronaldo, t'en as d'autres. Mais tu vois, il y a des Varane, par exemple. Varane, il a eu un niveau qui était dingue, mais ouais, à 30 ans, t'as plus rien dans le moteur. Pareil pour un Wayne Rooney. Et José María Jiménez, je suis d'accord avec toi, c'est immense respect pour sa carrière. Je pense, ouais, c'est top 3 des joueurs qui symbolisent le plus peut-être le Cholismo. Bon, après, j'avais pensé Godin, Griezmann, t'as aussi Coquet. En fait, on a beaucoup, beaucoup quand même Ouais, des finalement, il y a une soldats belle du, armada. du Cholo. Il y en a beaucoup, hein. Ça c'est clair. Mais ouais, depuis un petit moment, pour moi, on est quand même sur une pente descendante. C'est pour ça que faut pas faire la saison de trop. Là, je crois qu'il a joué 26, entre 25 et 30% des minutes en Liga. Donc, pour le coup, je pense que par rapport à son salaire, son vécu, c'est bien de se séparer là. Le petit regret, c'est qu'il n'y a pas eu, tu vois, de cérémonie d'hommage comme Griezmann, parce que lui, pour le coup, il mérite vraiment son hommage au Wanda. Ouais, je pense qu'au final, ce qui restera, c'est une petite sensation d'amertume pour Jiménez. On attendait comme le grand héritier de Godin et qui, pendant deux trois saisons, a réussi à maintenir ce statut-là. Et finalement, ça s'est un peu délité au fur et à mesure des saisons, avec des petits moments d'espoir, voilà, sur 6 mois, ou plus de blessures, forme magistrale, et puis ensuite plus rien à nouveau.
Donc effectivement, toi tu le fais partir pour combien et idéalement tu le verrais aller où? Franchement, si c'est, rupture à l'amiable, service rendu, ça m'étonnerait pas, départ libre. Après, il a une valeur, tu vois, d'un peu plus de 10 millions. Mais par rapport à ce qu'il a apporté au club, pour moi, si ça part libre, c'est pas un scandale. Ouais, ouais. Non, mais clairement, je suis d'accord. Et puis, voilà, au-delà de tout l'esprit qu'il y a autour de l'Atlético, on a vu beaucoup de grandes légendes partir libres avec ce sentiment voilà, de respect mutuel et de pas chercher à monnayer le départ d'une légende. Je pense qu'on est dans son cas. Si on passe au milieu de terrain, voilà, le milieu de terrain qui est finalement assez étoffé hein, avec les recrutements de cet hiver, avec notamment Bet Vargas et Rodrigo Mendoza, avec aussi des retours. On a un retour de prêt. Alors je sais pas si toi tu l'as situé sur l'aile ou plus au milieu, par exemple de Thomas Lemar. Donc je te laisse me dire ce que toi tu envisages sur tous ces joueurs-là qui finalement occupent que deux postes dans un 4-4-2. Ouais, alors justement pour, les retours de prêt, Lemar, Moldovan, le gardien qui était prêté à Oviedo et Carlos Martin. Pour moi, si les 3 ils partent, définitivement, c'est pas un scandale. Après Lemar, tu vois, il a quand même marqué et contre le Barça et contre le Real, mais je pense que, voilà, son histoire avec l'Atlético, elle est aussi terminée. Mais à 30 ans, tu vois, c'est un joueur après c'est un gros salaire, mais s'il revient en Ligue 1 dans un petit projet, je serais content parce que champion du monde 2018, un joueur qui, quand il a enchaîné Monaco et ses quelques années à Madrid et en équipe de France, pendant 3-4 ans, c'était, un mec à gauche qui était très, très, crédible. Donc, dommage pareil, ce parcours, un petit peu cabossé. Sinon pour le reste des milieux de terrain, je t'avoue qu'évidemment Barrios je garde. Coquet, c'est le capitaine, il a 34 ans, je pense qu'on peut partir encore avec lui pour une saison. De toute façon, s'il y avait eu, tu vois, un peu comme Griezmann, le pressentiment d'une fin d'aventure, on aurait déjà eu un bel indice. Donc pour moi, c'est un peu comme Oblak, ça peut être la dernière saison. Mendoza, je garde, on va continuer avec lui. Cardozo, il s'est blessé, il va rater malheureusement la CDM avec les États-Unis, mais il connaît bien la Liga, pareil, ça concerne l'effectif. Obed Vargas, je pense que c'est le genre de joueur que tu peux prêter, tu vois, à une équipe qui est promue, par exemple en Liga, comme La Corogne, comme Santander. Donc mes mouvements au milieu de terrain dans le sens des départs, hormis tu vois les joueurs qui reviennent de prêt, c'est assez limité, c'est juste faire partir Vargas en prêt. Ok. Et pour Lemar, voilà, on peut revenir un peu sur lui parce que mine de rien, finalement, il est là depuis un paquet de temps, à l'Atlético, 7 ans déjà. Alors ce contrat, évidemment, il y a eu du prêt dans l'histoire, mais il sort d'une saison à Gérone qui est plutôt correcte au final, euh, avec un temps de jeu qui est plutôt respectable aussi, ce qui est assez étonnant quand on voit son passif de blessures, etc. Peut-être que voilà, le retour sur la côte méditerranéenne lui a fait du bien. Euh, Tu le verrais partir pour combien? Libre, quelque chose à l'amiable, ou alors quand même un petit pécule pour partir avec. Je sais pas, je pense que l'Atlético, comme ça a un salaire, je me dis que c'est un peu comme Jiménez, ça peut partir libre, ça les arrange plus, tu vois, plutôt que, je me dis pas de s'engouffrer dans des négociations assez longues pour récupérer ne serait-ce que 3, 4, 5 millions d'euros. Je pense que l'Atlético n'est pas à ça près. Donc pareil, je pense que ça peut partir libre. Ok. Il nous reste finalement peut-être les postes les plus importants à l'Atlético, parce que c'est souvent ceux qui sont le plus critiqués et en même temps les plus en vue. Évidemment ceux qui valent les plus cher aussi. On va passer sur les ailes, les deux ailes. Voilà, alors, que ce soit des faux ailiers, que ce soit des bouffeurs de ligne, comme on dit. Donc, typiquement un Lookman d'un côté, un Giuliano Simeone de l'autre. Il y a aussi des déceptions dans le lot, mais ça, je te laisse m'en parler. Quel point toi tu fais sur ces ailiers-là? Qui tu fais partir? Qui tu gardes? Bon, évidemment, le Cholito, Giuliano, ça se garde tous les jours. Pareil pour Lookman, que j'aime beaucoup. Pour moi, Nico Gonzalez, de mémoire, c'est un prêt où il n'y avait pas forcément d'option d'achat, mais je sais plus quelle était sa situation contractuelle. Alors, il y avait une option d'achat qui était conditionnelle et les conditions n'ont pas été remplies. Donc voilà, en termes de rumeurs, dans la réalité, a priori, l'Atlético essaierait de négocier cette option d'achat à la baisse, baisse, baisse. Voilà, ça paraît de 32 millions, maintenant on est peut-être plus autour de 22. Mais depuis 2-3 semaines, le sujet est un peu mort. Je pense que pas mal de gens à l'Atlético en sont contents. Mais voilà pour ce qui est de Nico. Moi, dans l'absolu, je garde pas. Je pense que tu peux faire mieux par rapport à ce prix de transfert, par rapport au salaire, même si c'est sympa, tu vois, parce que c'est un joueur, tu peux utiliser à plein de postes différents. Thiago Almada, pour moi, je fais partir, même si ça reste un jeune joueur, tu vois, par rapport à son vécu européen. Il a 25 ans, mais il est en Europe depuis voilà, 1 an et demi entre l'OL et Atlético. Mais j'ai pas été convaincu par ses performances. Pourtant, à Lyon, il se passait quelque chose. Mais là, est-ce que c'est finalement l'incompatibilité avec le Cholismo? Donc Almada, tu vois, je fais partir. Gonzalez, je ne garde pas. Baena, j'ai une interrogation. Baena, pareil, c'est un peu ce truc de se dire,
Est-ce qu'il est fait pour cette équipe? Est-ce qu'il est fait pour le 4-4-2 comme ça, qu'il connaissait bien à Villarreal, mais qui est un peu animé d'une façon différente à Atlético? C'est un joueur que j'appréciais beaucoup. Moi, je l'imaginais plutôt partir justement au Barça, dans un style tout à fait, différent. Maintenant, comme je te dis, c'est un joueur qui a vraiment ce talent. Il est d'ailleurs convoqué, par De La Fuente pour la coupe du monde avec l'Espagne. Donc, j'ai vraiment, vraiment hésité et finalement, je me suis dit: «Ça reste un jeune joueur espagnol, 24 ans, on peut lui redonner une saison de plus». Ouais, je suis assez d'accord avec toi et puis je pense que, voilà, Bayern était peut-être là finalement pour un peu prendre le rôle de leader technique, à l'Atlético, qu'avait Griezmann. Donc voilà, maintenant que Griezmann est parti, est-ce que ça va lui laisser plus de place, dans le vestiaire et sur le terrain? Est-ce qu'il aura plus de, voilà, de possibilités d'exprimer sa créativité, tout ça? On a vu que, voilà, autant à Villarreal que chez Simeone, il était tenté parfois aussi en deuxième attaquant, donc voir comment il va trouver sa place dans cet effectif-là. Mais c'est vrai que c'est une vraie question et on sait tous que c'est un talent, donc et c'est toujours bien de pouvoir compter sur ce genre de joueur à l'Atlético. On arrive maintenant sur le sujet chaud, le sujet brûlant peut-être, de cet été jusque-là, l'attaque. Que faire en attaque sous l'Atlético? Voilà, sous contrat, au final, on n'a plus quasiment que deux joueurs réellement sous contrat avec l'Atlético. Griezmann vient de partir, c'est officiel, il n'y a pas de doute. Il reste plus qu'Alexander Sorloth, convoqué lui aussi les Coupes du Monde, et Julian Alvarez, qui est évidemment le gros sujet de cet été. Comment est-ce que tu t'organises par rapport à ça, par rapport à tout ce battage médiatique comment tu réagis en tant que directeur sportif? Ah, dans l'absolu, oui, je garde Alvarez. Maintenant, la réalité du mercato et on pressent que ça va être le feuilleton de cet été. S'il y a vraiment cette offre, et d'ailleurs, pour tout dire aux auditeurs, on a échangé pour préparer cette émission sur le montant des départs. J'avais oublié, tu vois, Alvarez, tellement, tu vois, c'était un dossier que je mettais à part dans le microcosme Atlético sur ce mercato. Donc, je pense que la réalité, ça va être un départ. Là, pour le coup, la somme, elle va être tout de même très très belle. Je suis parti sur un 130 millions d'euros. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Comme je te dis, c'est un joueur plus, donc ça se garde. Maintenant, est-ce que tu peux aller contre la volonté du joueur, contre voilà une certaine pression d'autres équipes? J'ai beaucoup aimé voilà les petites piques de l'Atlético avec ses montages. Voilà, on vous achète Yamal contre des places de concert pour Bad Bunny. Je trouvais que c'était de bonne guerre et j'aime quand ça se passe comme ça. Maintenant, ouais, je pense qu'Alvarez, malheureusement, ça va se terminer. Donc c'est un départ qui fait mal et ouais, on va voir comment on peut le remplacer. Ouais, c'est ça, c'est qu'au final, ça reste quand même un joueur voilà, qui rate sa saison en Liga, faut être honnête là-dessus. Il termine à 8 buts Mmh, dans une compétition où la saison dernière, ça s'est très bien passé, où il avait été même assez clutch. Et là, on se retrouve finalement sur une saison où voilà, il n'est pas en forme, mais par contre, à côté en Ligue des Champions, là, il aurait peut-être mérité même d'être dans l'équipe de la saison en Ligue des Champions, parce qu'il termine avec 12 buts dans 14 matchs. c'est Un vrai. rôle prépondérant dans l'élimination du Barça, voilà, pas mal de buts importants. On se souvient évidemment de sa contre-attaque éclair avec Griezmann contre Tottenham. Il y a eu des moments marquants comme ça. Donc ouais, c'est un sujet qui est compliqué. Je pense qu'effectivement, pour 130 millions, l'Atlético, en tant que club, dans la réalité, serait capable de le lâcher, parce que ça leur permettrait de derrière trouver un remplaçant au niveau aussi, même si c'est toujours compliqué de remplacer un tel joueur. Donc, ok, départ d'Alvarez. Et il nous reste le géant norvégien, le comparse d'Erling Haaland. Et qu'est-ce que tu vois pour lui? Moi, Sorloth, je garde. Je garde parce que, dans son profil, tu as pas beaucoup. Je pense, des joueurs, comme ça. En plus, voilà, entre la Real Sociedad, Villarreal, Atlético, il connaît très bien la Liga. On connaît son plafond de verre, notamment en Ligue des Champions. Mais je pense que c'est le type de joueur sur lequel, je capitalise. Voilà, il peut être un bon joker. On l'a vu marquer des buts importants, notamment, l'an passé contre le Barça. Donc, pour moi, Sorloth, ça se conserve. Ok, ouais, c'est un choix qui est cohérent. Je pense que c'est un joueur qui cristallise un peu les émotions, parce qu'à côté de ça, il est toujours effectivement performant sportivement, il marque ses buts, etc. Et en même temps, des fois, on a l'impression qu'il n'est pas dedans. Alors, est-ce que c'est la mentalité norvégienne, très froide, pas forcément très expressive, ou Haaland est un peu finalement une figure d'exception, ou alors est-ce qu'effectivement, voilà, il n'a pas tout à fait sa place de titulaire et peut-être que ça le soucie un peu au fond. Donc ça nous amène finalement un peu à la suite de cette construction d'effectifs. Toi, dans la hiérarchie des joueurs, là, avec tout ce que tu as, si tu devais poser un 11, voilà, les joueurs que tu vois titulaires dans les joueurs que tu gardes, et ensuite les manques, en fait, finalement, là où il te faut des joueurs titulaires tout de suite, et où est-ce qu'il te faut plutôt des remplaçants pour faire de la rotation.
Alors, je pense que le gardien, c'est OK avec Oblak. Le latéral droit avec, voilà, un Llorente, qui peut jouer partout, c'est très, très fort. Il y a Poubil, pour moi, c'est vraiment l'avenir, donc on capitalise, là-dessus. Également convoqué avec l'Espagne, je suis très content pour lui, belle ascension. Anko, j'aime bien, mais je me dis que si tu peux peut-être aller chercher mieux, pourquoi pas? Donc, là, c'est le petit point d'interrogation. Le latéral gauche, Ruggieri, n'a pas montré, tout ce qu'on avait vu de sa part à Atalanta, donc peut-être le mettre en concurrence avec, une recrue. Sur le milieu de terrain, je t'avoue que moi, j'ai un joueur dans le double pivot que j'aimerais bien, récupérer. Donc, là, à côté de Coquet, voire un Barrios, tu vois? Peut-être, un temps de jeu, une passation de pouvoir, notamment. Ouais. À droite, on va mettre, le bon, Giuliano Simeone. À gauche, je t'avoue que moi, Lookman, s'il se rapproche de l'autre avant-centre, comme, ça peut être le cas à l'Atalanta, comme ça peut être le cas avec le Nigeria, je ne Ouais. serais pas étonné. J'aime bien son rôle dans le couloir gauche, mais un Lookman, qui est avec, une attaque à 2 et un autre profil complémentaire, ça pourrait être une bonne solution. Donc pourquoi pas laisser, un Baena, un peu plus, exploser la saison prochaine. Et après le duo d'attaquants, tu as ce truc Lookman, mais tu as évidemment un vrai pur neuf à aller chercher. OK. Donc, du coup, ça veut dire que, par exemple, un Sorloth, pour toi, tu le vois toujours dans cette sorte de super remplaçant, un peu super sub, voilà, il avait marqué ses 24 ou 26 buts la saison dernière comme ça, quasiment uniquement en sortie de banc. Ça va être des joueurs comme ça. Cardoso, peut-être qu'on lui laisse le temps aussi de revenir de sa Mmh. blessure, de son opération, tout ça. Et après, évidemment, un Mendoza, par exemple, je trouve que c'est le joueur typique pour faire du complément à Barrios. Voilà, ça me fait un peu penser à la situation de Gavi au Barça, finalement, qui est toujours une sorte de complément aux autres joueurs, même s'il est très performant. Donc, ok, ça nous fait finalement pas mal de chantiers, ça nous fait finalement pas mal de trucs à aller chercher, c'est assez sympa. On se retrouve avec un budget qui est quand même assez énorme, hein, parce que voilà, en vendant Alvarez 130 millions et seulement l'anglais Ouais. 5 millions, voilà, on se retrouve avec une somme assez délirante où, en fait, voilà, pour le réalisme, voilà, l'envie d'aller chercher jusqu'au bout le réalisme, on s'est dit, parce que ça a souvent été comme ça à l'Atlético, la plupart de l'argent qui venait des transferts n'était pas dédié au mercato, au budget mercato pur. Donc on s'est dit que cette saison, voilà, comme le club est en très bonne situation financière, qu'il n'y a pas de souci de santé de ce côté-là, on allait se donner 80% des recettes en fait, de transfert à dépenser pour 135, ça nous fait 108 millions qui rentrent dans les caisses. 108 millions que tu ajoutes aux 178, on est juste riche. Donc je pense que quel que soit le mercato que tu fasses, tu n'auras jamais à dépenser 286 millions cet été. On y arrive. Quelle est ta première recrue à l'Atlético? Écoute, je vais dans le sens de l'histoire et un des fameux joueurs, qui n'a jamais joué à Atlético et pourtant il a tout au niveau, voilà, de la mentalité, de la ouais, de l'ADN, Christian Romero de Tottenham, 28 ans, évalué à 50 millions d'euros sur Transfermarkt. Je pense qu'il a fait son temps aux Spurs avec cette saison difficile. Ça reste un cadre important, notamment avec l'Argentine et je pense que c'est le bon moment pour lui d'aller voir, sur un autre challenge, lui qui avait été révélé en Serie A, notamment et je me dis que pour le coup, tu vois, j'avais ce petit doute sur, Anko et je pense que, je sais pas, Romero, Poubil dans l'aspect, tu vois, un petit peu le guerrier et le jeune padawan qui apprend, mais qui en même temps a d'autres qualités de relance. Après Romero, je dis pas qu'il a un mauvais pied, loin de là, mais je me dis que, voilà, dans ce nouveau patron de la défense, Romero me plaît beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est ouais, c'est un profil, on a l'impression que ça fait des années qu'il devrait être à l'Atlético quasiment, dans la manière dont il joue, voilà, très agressif, très capitaine aussi, hein, c'est lui qui va emmener Tottenham pour l'Europa League. C'est vrai que c'est un profil qui est assez cohérent. Tu le vois arriver pour combien, toi, Athletic? Tu penses que tu pourrais le négocier pour combien auprès de Tottenham, qui, voilà, a le retour de Vuskovic, Cavani De Ven qui est déjà là, Danso, donc ils ont quand même pas mal de monde. Moi, j'ai mis entre 40 et 50 millions d'euros, donc on peut partir sur un 45, par exemple. Ouais, moi, ça me paraît cohérent aussi, je suis assez d'accord. Je pense que de toute façon, c'est à peu près ce qu'il vaut, hein. Ça reste un très bon joueur de foot, sans pour autant être voilà, un joueur à 70 millions, comme on peut voir des fois avec des arrivées notamment de Manchester City. Donc, première recrue, Christian Romero. Ta défense centrale est complète. Romero Poubil, du coup, titulaire, selon toi? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sur le papier, l'association. Ouais, ça me fait penser à, voilà, à l'image très, très Willou du chien et du chat, et c'est vrai qu'il y a un peu de ça Exactement, j'y ai pensé aussi. entre le chasseur et le filou. Donc, moi, ça me va bien aussi, je pense que c'est quelque chose d'assez cohérent. Prochaine recrue, sur quel poste tu pars et sur quel joueur tu pars? Je pense au latéral gauche avec, comme je t'ai dit, Ruggieri, je pense qu'il en faut, un de plus. Je vais sur Carlos Romero, le latéral gauche de l'Espagnol qui était prêté par, Villarreal, qui sort, d'une saison complète en Liga.
énormément de temps de jeu, impliqué sur quasiment 10 buts en Liga et pour moi vraiment, je l'imagine tout à fait, s'adapter, au jeu, du Cholo. C'est un joueur qui vraiment, sur les quelques matchs que j'ai pu voir de l'Espagnol et même j'ai revu des séquences pour préparer cette, vidéo, il a tout, voilà, du latéral gauche moderne, à savoir qu'il est vraiment, complet dans ce qu'il peut entreprendre et il y a même ce truc, où il rentre pas mal à l'intérieur et du coup, si jamais, tu vois, tu dois apporter le surnombre avec un Koké, avec un Barrios, avec une autre recrue pour que l'Atlético se retrouve à 3, c'est un joueur qui possède beaucoup, beaucoup de liberté et j'aime, voilà, le fait que ce soit un joueur intelligent et on sait que justement, les rouages, du Cholo, c'est pas simple. Il y a des joueurs, des grands joueurs qui sont un petit peu, cassés les dents là-dessus parce que c'est un apprentissage qui est rude. Mais Carlos Romero, 24 ans, je pense que ça peut se négocier autour de 20-25 millions d'euros à un poste où je pense que l'Atlético a besoin de doubler avec Ruggiero. Oui, c'est vrai qu'on a senti, hein, de toute façon, tout au long de la saison, que du côté de l'Atlético, il y avait un manque de ce côté-là. Il y a Aroncho qui a beaucoup joué de ce côté-là. Ça a été Mm. le petit jeune Julio Diaz qui est venu compenser pas mal de fois aussi, surtout en fin de saison là. Même Nico Gonzalez qui a joué latéral gauche, plutôt piston gauche dans ces moments-là. Donc c'est dire à quel point il fallait créer quelque chose pour permettre à Ruggieri de souffler, qui s'est un peu fait toute la saison et qui a terminé sur les dents. Pour l'instant, un recrutement 100% Romero. Voilà, C'est vrai. c'est point Romero sur les deux côtés. Ouais, effectivement, je pense que c'est effectivement un battant. Cette saison à l'Espagnol, il fait sûrement partie des révélations et de ceux qui ont permis à l'Espagnol de, voilà, de performer autant, surtout sur cette fin de saison. Ils ont une série assez impressionnante. Donc, effectivement, c'est un recrutement qui se voit assez bien. Et comme, effectivement, comme tu l'as dit, c'est deux joueurs de niveau similaire, il y a moyen que la concurrence, l'émulation, les fasse voilà, peut-être émerger, au moins un des deux, au niveau qu'on attend finalement à l'Atlético, un niveau Ligue des Champions, un niveau bataille pour le titre. Même si, bon, cette saison, c'était un peu plus décevant de ce côté-là sur la bataille pour le titre. Exactement. C'est tout à fait ça. Heu, Tu veux que je continue sur mon joueur suivant? On va Je t'en monter d'un prie, cran, je au t'en prie. au milieu de terrain. Il y a un club où en fait, je t'avoue qu'il y a plein de joueurs, je me dis que c'est hyper, hyper intéressant d'aller récupérer parce que ça descend en Championship, c'est West Ham et j'ai pensé d'abord à Somerville côté gauche, ça pourrait ne pas être bête parce que c'est un joueur, qui me plaît énormément, sélectionné avec les Pays-Bas pour la coupe du monde, capable de jouer également côté droit. Donc j'ai hésité entre Somerville et finalement, quand je te dis au milieu de terrain, j'ai l'impression qu'il manque encore plus d'impact et peut-être que j'ai pas envie de tomber dans la caricature, mais il y a un joueur à aller chercher, il est même courtisé par le PSG, c'est Mateus Fernandes, le milieu de terrain portugais, seulement 21 ans et quand on voit, son activité, dans les courses, dans le nombre de duels défensifs gagnés, le nombre de sprints, enfin, c'est un joueur à haute intensité qui a toutes les caractéristiques, vraiment pour être, le milieu, avec un volume de jeu, XXXL. Tu rajoutes le nombre de X, que tu veux et en plus, voilà, il y a aussi une contribution offensive qui n'est pas, tu vois, ignoble. Donc, j'ai aussi pensé à Paqueta, mais dans le 4-4-2, je savais pas comment, l'intégrer. Mais pour le coup, je t'avoue que Mateus Fernandes, à côté d'un Barrios, par exemple, pour être le milieu du futur à Atletico, ça me plaît énormément. Donc voilà, j'ai envie de te présenter ce joueur. Après, présenter ceux qui suivent la première ligue le savent. Comme je te dis, c'est un joueur qui suit par le PSG, c'est pas un hasard. Mais pour moi, il est plus compatible Atletico pour l'instant que Paris Saint-Germain. Après, j'imagine que si Campos a la vision là-dessus, je vais pas critiquer et tout. Mais que je te dis, c'est le nom qui m'a sauté aux yeux pour aller le récupérer à West Ham. Ouais, non, c'est vrai que c'est un profil. Je crois qu'il me semble qu'il avait déjà échappé à la relégation aussi en arrivant à West Ham depuis Southampton. Il se sauverait encore une fois, il irait encore une fois dans un club un peu plus gros avec un peu plus de stature. Oui, non, c'est vrai que c'est un très très bon joueur. Et effectivement, je pense que Campos, on l'a vu au PSG, fait peu d'erreurs en ce moment, plutôt cohérent dans ses choix. Mhm. Ça serait effectivement une bonne recrue. C'est, comme tu l'as dit, un joueur qui a une grosse présence physique, un gros apport athlétique au milieu de terrain, ce qui est nécessaire hein, dans un jeu du Cholo qui demande beaucoup beaucoup d'énergie tout au long d'un match. Euh, Tu le verras arriver pour combien? Parce que voilà, ça reste un joueur de première ligue, ça reste un joueur qui a une certaine cote du fait de sa jeunesse, du fait de ses potentielles sélections en équipe nationale. Mais écoute, moi j'ai mis 40 millions d'euros. Si ça monte un peu plus, après, comme je te dis, tu as le côté relégué, mais c'est un club ouais, qui peut pourquoi pas le conserver. Donc si ça monte jusqu'à 50 millions, je serais pas étonné. Tu as le dossier du neuf qui est primordial, mais pour moi, Mateusz Fernandes, ça reste un joueur, faut le sécuriser parce que la concurrence va aussi, tu vois, se jeter dessus. Donc Mateusz Fernandes, si c'est 50 millions d'euros,
on se dit: «Bon, c'est un relégué de Championship», mais vous avez compris, hein, en première ligue, il y a certains joueurs, enfin certains effectifs, ça reste de la folie furieuse. Donc Fernandes, je suis prêt à mettre le prix. Ouais, enfin, honnêtement, je comprends et même au-delà de ça, quand on regarde la première ligue cette saison, la façon dont ça s'est joué, il y avait énormément, énormément de concurrence, beaucoup de clubs surprises qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Donc, même dans les clubs comme ça qui sont relégués, type Tottenham presque relégué ou West Ham complètement relégué même, on a toujours des joueurs qui sont très, très Mmh. performants malgré tout, qui ont beaucoup de qualité, qu'on aimerait retrouver dans pas mal d'autres championnats, dans pas mal d'autres clubs. Voilà, si le relégué de Liga pouvait sortir un Matheus Fernandes, ça serait magnifique. Donc effectivement, on est sur un joueur qui, à mon avis, a le niveau pour jouer à l'Atlético et a une capacité à s'adapter qui doit être assez forte parce qu'il débarque comme ça en première ligue, 2 saisons très difficiles, mentalité de battant, quand même des belles prestations sportives. Ouais. C'est vrai que c'est un choix pertinent auquel moi personnellement j'avais pas pensé. Évidemment, pendant qu'on tourne cette vidéo, moi de mon côté, je suis en train de construire mon propre mercato idéal pour notre radio Twitch qu'on va faire fin juin là. Donc ça me donne des pistes aussi, moi ça me va totalement. Et je trouve que ça complète bien ce milieu, voilà, avec une variété de profils, même avec un Cardoso qui est pas le même joueur non plus, qui est plus dans le contrôle à l'espagnol. Donc ça donne effectivement pas mal d'options tactiques à Cholo. Sur les ailes, est-ce que tu as décidé de faire des recrues pour suppléer Baena par exemple ou Giuliano? Ouais, alors c'est un joueur que je te dis avec, Giuliano, Baena, Lookman notamment, on peut le mettre un peu partout, ça pourrait être pourquoi pas. Alors, il en est très loin, mais un des successeurs de Griezmann dans le style de jeu. Il y a beaucoup, tu sais, de discussions autour du package Alvarez avec le Paris Saint-Germain, notamment Gonzalo Ramos. Moi, je vais pas forcément sur Gonzalo Ramos, mais Kang-in Lee, je t'avoue que je suis assez curieux de le voir rebondir dans un club comme l'Atlético et surtout avec un temps de jeu plus important. Parce qu'au PSG, depuis 2 ans, à chaque fois qu'il joue en Ligue 1, il est nettement au-dessus de la moyenne. C'est un joueur, ouais, qui est titulaire partout en Ligue 1 et en plus, avantage, il connaît très bien l'Espagne, la Liga. Il a été à Majorque, il a été à Valence, il est passé par le Barça. Donc Kang In Lee, pour moi, ça peut être un peu le bon moment pour lui parce que 25 ans, il a montré de très belles choses à Paris. Maintenant, il n'y a pas la place pour être titulaire avec des champions avec l'escouade, l'équipe fabuleuse qu'on connaît qui vient de faire le back-to-back. Donc Kang In Lee, pour moi, si j'ai un joueur à aller chercher au PSG, je fonce sur lui si j'étais Atleti. D'autant qu'apparemment il plaît pas mal à Cholo et à Matteo Alemany, notre directeur sportif. Pas mal de rumeurs déjà qui ont eu lieu sur est-ce que l'Atlético va aller le chercher, notamment l'été dernier, à nouveau cet hiver. Il y aura sûrement à nouveau des rumeurs cet été, donc c'est assez en plus très proche de la réalité. Et effectivement, voilà, c'est un joueur qui n'est pas forcément uniquement créatif, hein, on l'a vu beaucoup tenter sa chance de loin, rentrer sur Hmm. son pied. Donc effectivement, Super pied gauche, hein. ouais, Très, c'est ça, très c'est un clairement. très très beau pied gauche. Pour voilà, faire de la variation avec Geno Simeone, qui est plutôt lui un droitier de ligne, un bouffeur de profondeur. À côté de ça, un Tanguy peut-être plus dans le demi-espace, qui va chercher la passe, le tir. Ça peut être assez intéressant. Tu le vois arriver pour combien, toi? Tu le vois arriver dans un package avec Alvarez directement depuis le PSG, ou tu le vois en transfert sec? Bah, si c'est transfert sec, j'ai mis 30 millions, tu vois. Ouais, Donc après, si c'est le package, c'est peut-être ça fera diminuer le prix d'Alvarez, mais pour l'instant, je suis à 30, ça peut être un peu plus, ça m'étonnerait pas, mais je pars sur 30. ok. Oui, non, je pense que c'est assez cohérent. Je pense que c'était moins la saison dernière, mais qu'il a encore prouvé cette saison qu'il avait des choses à dire, à faire dans un PSG qui est, comme tu l'as dit, ultra concurrentiel. Donc ça me semble effectivement être une bonne solution. Est-ce que tu vois un autre ailier arriver à l'Atlético, ou là c'est le moment de se concentrer sur l'attaque qui est complètement à reconstruire après un départ d'Alvarez et un départ de Griezmann? Écoute, je t'ai évoqué dans nos discussions off un prêt, et je sais qu'il est courtisé par Tottenham, mais un Savigno, est-ce que ce serait pas le moment de le rapatrier en Liga après ces 2 ans mitigés, plus que mitigés à City, même s'il y a eu des petits coups d'éclat au début? Je pense au Savigno version Gérone, qui était un des meilleurs joueurs de Liga en 2023-2024. Il n'a que 22 ans. Voilà, je pense qu'un prêt, ce serait la bonne formule parce que tu as cette possibilité d'étudier si le joueur est compatible avec le Cholismo, si ça matche bien, si tu fais pas une dépense folle, tu vois, à 50-60 millions d'euros, ce serait déraisonnable. Mais le Savigno, je t'avoue que c'est le joueur où je me dis, s'il y a un petit prêt à aller chercher, un truc malin, en plus, je pense qu'il peut évoluer des deux côtés. Donc, c'est là où je me dis que ouais, ça pourrait être pas mal du tout. Ouais, totalement. C'est un joueur qui, pour le coup, sonne pas dans les rumeurs officielles, mais voilà, pour suivre pas mal l'actualité de l'Atlético, des fans de l'Atlético, notamment Atlético Stats, qui est un très très gros compte de l'Atlético en Espagne, de fans. Ils le mentionnent beaucoup, Savigno, ça a l'air d'être une piste très appréciée par les supporters colchoneros, donc je pense qu'avec cette arrivée-là, tu te ferais pas mal d'amis dans la capitale de l'Espagne.
Donc, ok, Savinho arrive après, effectivement, et puis c'est un joueur qui peut jouer des deux côtés, qui connaît l'Espagne, effectivement, donc une recrue, je pense, pertinente aussi. Maintenant, évidemment, le gros chantier, les grands départs, le besoin aussi de nouvelles têtes d'affiche, du coup, de meneurs pour ce projet. Il reste beaucoup de place, finalement, dans ce double pivot d'attaque, quasiment, on pourrait dire. Il nous reste Sorloth, qui serait plutôt une sorte de backup. Lookman, qui pourrait jouer pas mal en tant qu'attaquant. Qui d'autre est-ce que tu ramènes à l'Atlético cet été? Alors je commence par une piste, on va dire, maligne et un peu, voilà, l'opportunité. On a parlé de la relégation de West Ham. En Liga, il y a une autre relégation, c'est celle de Majorque et moi, Vedat Muriqi, je fonce sur lui. Je fonce sur lui pour être, dans la rotation, doublure. Il a prouvé avec, ses 23 buts, il termine pas trop loin de Mbappé qui a été, Pichichi de Liga. En plus, il a aussi ce vécu avec, le Kosovo et franchement, par rapport à ce qu'il avait fait même à la Lazio, je pensais pas qu'il pourrait atteindre ce niveau, marquer plus de 20 buts dans une équipe du top 5 européen. Encore plus, tu vois, Majorque qui a été relégué. Donc je parle bien de Muriqui, tu vois, comme d'une doublure ou quoi. Mais en vrai, je trouve que sa saison, ça mérite, tu vois, ce petit tremplin. L'Atlético, ce serait un des attaquants, tu vois, qui jouerait beaucoup en Liga. Il pourrait aussi avoir sa chance en Ligue des Champions. Mais comme je te dis, 32 ans, il aura 33, je crois, en avril 2027. Bah, c'est surtout, tu vois, une piste à court voire moyen terme sur 2 ans. On part sur lui pour occuper, pourquoi pas, un des deux rôles de l'attaque en rotation. Donc je me dis, ouais, un prix entre, allez, peut-être 5 millions d'euros, je pense que ce serait pas mal. Mais en tout cas, Muriqui, je trouve que c'est un vrai bon coup à aller chercher. Ouais, effectivement, je pense que personne ne le voyait venir aussi fort cette saison. Il est allé challenger Mbappé pour le titre de Pichichi en Liga, ce qui était assez étonnant. Donc le pirate chez les Indios, ça me plaît beaucoup. Et surtout, effectivement, voilà, peut-être dans un rôle un peu à la Rosselló, comme on a vu au Real Madrid, de sorte de super sub, de remplaçant un peu ultime dès qu'on a besoin de placer une tête dans la surface. Il aurait peut-être sa place, effectivement, et il serait capable d'accrocher ses buts de raccro, qui finalement, je trouve, manque un peu dans cet Atlético moderne post-2021. Voilà, ce post-Suarez, en fait, même post-Luis Suarez, ce joueur un peu raccro qui va aller chercher des buts, parfois pas élégants, mais ô combien nécessaires. Donc, Vedat Muriqi, potentiellement en rotation avec Charlotte, du coup, j'imagine, vu les profils. Ouais, exactement. C'est ça mon idée un petit peu pour l'Atlético. Ok, il nous reste maintenant à trouver peut-être un joueur un peu plus élégant, un peu plus tête d'affiche, un peu plus brillant finalement en attaque. Alvarez est parti, Griezmann n'est plus là. Il nous faut cet attaquant, pas forcément le plus grand du monde, mais qui sait faire du bien. Est-ce que tu es parti sur un profil comme ça ou pas pour ton autre recrue? Alors, je vais tenter, mais c'est sûr que le mercato, là, je t'avoue, je suis satisfait. Là, c'est peut-être la piste où. Parce que tu passes après Alvarez, donc quoi qu'il arrive, il y aura une petite déception. Donc, j'ai presque envie de te dire que ça peut être pour entamer un cycle, comme je te viens de te dire, à moyen terme, tenter avec lui, parce qu'il est pas tout jeune, avant de trouver, tu vois, la nouvelle pépite. Je sais pas s'il y en a un autre qui pourra émerger aussi bien, parce que je me suis dit, bah, quitte à avoir autant d'argent à récupérer sur Alvarez, on peut le mettre sur un Elie Junior Croupi. Je trouverais que ce serait un coup formidable. En plus, il a ce côté, voilà, il peut jouer dans différents registres. Maintenant, est-ce que c'est une piste, tu vois, possible? Est-ce que ça peut arriver dans la réalité? Donc, je vais sur un truc un peu plus réaliste. Peut-être ça fait moins rêver, mais en attendant, je pense que tu auras un neuf qui pourra faire l'affaire. Du coup, moi, je suis allé sur un joueur de Liga portugaise avec Vangelis Pavlidis, l'attaquant grec de Benfica, qui a 27 ans, qui a marqué 22 buts cette saison en championnat. Et moi, à chaque fois que je le vois, alors je sais qu'il y a certains supporters du Benfica qui des fois sont un peu déçus parce que je pense qu'il peut faire mieux, mais je trouve il a des inspirations, il a des gestes et à mon avis, ce serait un buteur qui mériterait justement d'avoir cette opportunité. Alors comme d'habitude, les attaquants du championnat portugais, vous avez eu Jackson Martinez, donc bien sûr, vous avez le droit de vous méfier. Mais comme je te dis, est-ce que c'est le moment, tu vois, d'y aller à fond pour trouver le remplaçant d'Alvarez? Est-ce qu'il ne faut pas mieux patienter en attendant de trouver une pépite, un marché des numéros 9 en 2027-2028 qui sera plus opportun? Je t'avoue que j'ai beaucoup hésité sur différents profils. Comme je t'ai dit, celui qui venait en premier comme un peu un effet waouh, c'était Elie Junior Croupi. Maintenant, si je dois aller sur un nom plus faisable, Vangelis Pavlidis, en plus, voilà, comme il a 27 ans, qu'il a un bon de sortie, je pense que ça peut se négocier autour de 40-45 millions d'euros. Donc pour moi, en plus, il peut jouer dans une attaque à deux. Voilà, peut-être que c'est pas le nom qui fait le plus rêver, mais en attendant, je pense qu'il a mérité sa petite chance dans une équipe comme l'Atlético.
Ce que tu sais pas en me proposant ce nom-là, c'est que moi, personnellement, tu me fais extrêmement plaisir parce que j'avais proposé Evangelos Pavlidis dans un mercato idéal sur Twitch la saison dernière ou la saison juste avant, parce qu'effectivement, il sortait de saisons magnifiques en Eredivisie où il marchait un peu sur le championnat. Alors, l'Eredivisie a toujours ce petit truc piège où des joueurs qui performent très très bien peuvent parfois se casser les dents dans les Ouais. grands championnats européens. Lui a plutôt confirmé, je trouve, à Benfica, malgré les critiques qu'il a cette saison. C'est effectivement voilà, un joueur qui est très adroit, qui a l'air d'avoir une sacrée mentalité aussi sur le terrain. Gros presseur, gros coureur. Donc quand on perd Alvarez, voilà, qui, malgré ses défauts offensifs, on va dire, cette saison en Liga, voilà, a quand même s'est donné corps et âme pour Cholo, pour l'Atlético sur le terrain. Un Pavlidis, ça peut être une bonne solution. Et voilà, comme tu le dis, s'il y a un Lookman aussi à côté, s'il y a voilà, du Sorloth, du Moriki, c'est un profil qui convient assez bien parce qu'il est pas complètement neuf, il est pas complètement non plus neuf et demi. Il a ce truc un peu hybride où il est aussi très bon des deux pieds. Hein. Je sais pas si tu as pu beaucoup le voir jouer cette saison. Mais effectivement, Pavlidis, c'est toujours une bonne solution pour compléter une attaque qui voilà, est en manque de buts, peut-être aussi en manque un peu de créativité parfois. On l'a vu, notamment au début de saison, il me semble, en Ligue des Champions, faire quelques situations de dribble sympas dans la surface. Un peu à la Giroud, à Arsenal, pour ceux qui se rappellent. Donc ça me paraît effectivement être une bonne idée. Est-ce que avec... Parce que, par exemple, tu vois, il y avait un autre nom qui pourrait être sympa parce qu'il est en fin de contrat à la Juve, c'est Vlahovic. Parce que là, peut-être que tu as un plafond de verre qui est plus haut avec un Vlahovic sur ce qu'il est à 100%. Le problème de Vlahovic, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de blessures et même des fois, dans le jeu, ça a un petit peu décliné depuis 2 ans et demi. C'est plus le mec qui avait enchaîné un truc fou entre la Fiorentina et ses premiers pas à Turin. Donc, en termes de prise de risque, je trouve que Plavidis, t'auras quand même un peu plus de garantie. Ouais, je suis assez d'accord. Vlahovic, c'est évidemment un nom qui résonne dans quasiment, je pense, tous les bureaux de grands clubs européens parce que il part libre, parce que c'est un gros pied gauche. On l'a encore vu marquer un coup franc récemment, là, splendide. Mais effectivement, en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre avec lui, donc c'est toujours un pari risqué. Il faut effectivement peut-être plus partir comme tu le fais sur un choix plus classique. Pour revenir sur Kroupi, je pense que toute l'Europe le voudrait idéalement Ouais. dans son équipe. Bournemouth l'a déclaré intransférable, mais on sait que c'est souvent des positions de principe pour ensuite en exiger une très très grosse somme, un peu comme ce que fait l'Atlético avec Alvarez hein, finalement. Donc c'est, je pense, effectivement compliqué aussi de lutter, voilà, parce qu'il y a le PSG qui s'est mis dans la course. Donc ce ne sera pas forcément la recrue la plus facile à aller chercher. Donc un choix pragmatique de ta part, un choix avant tout voilà, de cohésion un peu pour essayer d'avoir 4 joueurs qui se valent et qui se donnent au même niveau. Donc, pour toi, au final, dans l'effectif, on aura le temps d'en reparler un peu plus en refaisant un peu le tour de tout l'effectif. L'idée, c'est de partir avec un Lookman un peu joueur étoile de cet Atlético au global, ou alors de faire confiance à d'autres joueurs comme un Baena, comme, je sais pas, un Barrios. Ouais, ouais, je pense que Lookman, on peut le rapprocher de l'attaquant, ça me plairait bien. Après, s'il est côté gauche, pourquoi pas. Ou même Kangingli dans cette attaque à deux avec un peu plus en retrait d'un Pavlidis. Ce qui est bien, c'est que ça t'offre beaucoup d'options différentes. Tu as un effectif qui est un peu élargi. On n'a pas forcément, tu vois, 5-6 options devant, mais je pense qu'il faut pas non plus, tu vois, être trop gourmand. Et là, pour le coup, tu as de la complémentarité, tu as un nombre équivalent de joueurs pour être compétitif championnat, LDC et Coupe d'Espagne. Ouais, non, c'est vrai qu'on se retrouve finalement avec un effectif assez complet. Donc, je te propose qu'on revienne un peu dessus, voilà, qu'on remonte un peu tout cet effectif, histoire qu'on se fasse une vue d'ensemble. Donc au but, tu gardes Oblak et j'imagine Moussour en doublure. Voilà, C'est toujours ça. cette hiérarchie-là entre les deux. En défense centrale, on a l'Anglais qui est parti, Jiménez qui est parti. Donc voilà, des joueurs aussi qui commencent à être un peu âgés. Hein. Il s'agissait de faire entrer aussi un peu de sang neuf dans cette défense-là. Tu fais venir Christian Romero de Tottenham. euh, pour une bataille avec Anchko du coup, ou alors tu le vois quand même un peu plus titulaire toi, au vu des performances des deux. Moi, je mets Romero devant et Anchko, t'as raison, il peut même jouer à gauche. Après, je prends quand même un latéral en plus. Mais je t'avoue que Romero, j'en fais un peu mon nouveau leader. Après, bon, t'as un super leader à droite avec Marco Llorente. Mais ouais, Romero, ça va être le nouveau patron de la défense. Ok. Et ce qui me paraît assez logique, on a évidemment central droit Marcus Poubil, récemment sélectionné avec l'Espagne. Je pense que toute l'Espagne attendait un peu ça, notamment à Madrid, parce que Mhm. tout le monde a vu son niveau, son explosion. C'est le latéral droit à Almeria en Division 2, central titulaire à l'Atlético. C'est pas tous les jours qu'on a des aussi belles histoires. Donc ça fait plaisir de le voir là. J'imagine que pour toi, les titulaires face à le Normand, et aussi un peu en perte de niveau, comme tu l'avais dit Oui. tout à l'heure, un peu en perte de vitesse. Mais pour moi, je trouve, là par exemple, sur la fin de saison,
pour en parler un petit peu, il a su rassurer. Voilà, une fois que l'Atlético a été éliminé de Copa, je trouve qu'il a réussi à remontrer un peu de sérénité, un peu plus de tranquillité aussi avec le ballon, qui était peut-être un peu son défaut à la base. Donc, du coup, Poubil en titulaire, Lenormand en doublure. Côté droit, on a très rarement évoqué la situation des latéraux droits parce que, évidemment, comme tu l'as dit, Llorente est capitaine, leader. Il- on a l'impression que ce mec n'a aucune fatigue de possible dans son corps, que c'est une sorte de super N'Golo Kanté, donc c'est dire à quel point le mec enchaîne. Mais du coup, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé de Nahuel Molina, qui part aussi à la Coupe du Monde là, avec l'Argentine, qui est un habitué. Comment toi, est-ce que tu vois la dynamique entre les deux? Est-ce que tu imagines voilà, Molina pouvoir revenir un peu au niveau après cette Coupe du Monde qui risque malgré tout d'être assez éprouvante vu les conditions météorologiques aux États-Unis? Bah, je le garde juste pour ses buts de folie et sa frappe, aux 30-35 mètres, c'est un pied, je suis tombé sur, notamment la frappe à Valence. J'étais là: «Ah ouais, quand même», juste pour ce côté un peu spectaculaire, inédit. Non, je le garde parce qu'en plus, voilà, vécu international, capable de répondre présent. Ouais, ça, c'est le genre de, comme on dit, de lieutenant, dans l'effectif, tu bien content de l'avoir. Ouais, effectivement, effectivement, cette fin de saison, il s'est découvert un talent de frappe de loin, un peu comme Llorente quand on a découvert qu'il pouvait jouer 9,5. Il, était- il s'est démené, il a décidé d'enchaîner les frappes. Cholo l'a même essayé en tant qu'ailier droit dans son 4-4-2, parce que je pense qu'aussi ça lui permettait de faire une défense à 5 assez facilement, avec le petit jeune Javier Bonnard qui a pas mal joué aussi sur cette fin de saison. Qui lui jouait latéral et donc Molina juste au-dessus, ça se complétait assez bien. Donc effectivement, Molina, c'est une option qui est très offensive et qui peut soulager sur certains matchs compliqués. Donc ça se voit, c'est bien. À gauche, on l'a dit, tu pars avec Carlos Romero et Matteo Ruggieri. Tu gardes Ruggieri dans un rôle de titulaire malgré tout, avec un Romero qui devrait aller chercher sa place. Ou t'imagines vraiment une concurrence saine, un 50-50, un peu comme à l'époque où il y avait Samuel Lino et Rodrigo Riquelme, piston gauche à l'Atlético. Ouais, pourquoi pas redonner une petite chance à Ruggieri, mais c'est bien de lui mettre un concurrent comme ça dans les pattes. Et même on a parlé d'Anko, pourquoi pas, qui pourrait décaler. Mais c'est un joueur qui avait montré de vraies qualités à Atalanta. Je pense que le logiciel Simeone, il est pas simple pour tout le monde à appréhender. Donc ouais, je suis plutôt sur un truc un peu ouais, 60-40 peut-être en faveur de Ruggieri. Ok. Au milieu de terrain, on part sur voilà, une nouvelle recrue, Matheus Fernandes, qui, je pense, va réussir à trouver sa place assez bien vu son niveau de performance. On sait que Barrio est souvent blessé, que c'est encore pour l'instant ce qui le limite un peu dans sa progression, alors que on sait que c'est un joueur de très très haut niveau. Je pense que c'est ça qui lui coûte, hein, tout simplement sa place à la Coupe du Monde, parce que par exemple, par rapport à un Gavi, il avait son mot à dire. Euh, En termes de titularité, tu le verrais quand même titulaire malgré tout dans ce 11-là, ou est-ce que un Matheus Fernandes passe devant? Est-ce qu'on fait un Coquet Cardozo, un Matheus Fernandes Coquet dans ce double pivot au départ de la saison? On imagine, là on est début août, premier match de Liga, lequel tu fais commencer? Ah, moi, je t'avoue que Fernandes, ce serait un peu la recrue phare du milieu de terrain, donc je pars avec lui pour tout ce que je t'ai dit sur l'impact et ce qu'il peut t'apporter dans le volume. Et après, je suis vraiment sur un truc un peu Barrios Coquet, et je pense que c'est le moment où ouais, Coquet doit laisser un peu plus, tu vois, de temps de jeu, notamment dans les gros matchs. Je trouvais que c'était peut-être, je vais pas dire l'année trop, mais il faut quand même préparer ça avec Barrios, qui me plaît beaucoup, beaucoup dans son profil. Donc Barrios Fernandes, tu vois, si au début de saison c'est Coquet, Matheus Fernandes, je serais pas étonné, mais à la fin de saison, quoi qu'il arrive, ça doit être Barrios Fernandes. Ouais, effectivement, je pense que ça ferait un double pivot assez solide, très varié aussi en termes de style. Voilà, Barrios qui est vraiment ce petit milieu de terrain de poche très espagnol. C'était presque surprenant de le voir à Atlético quand on sait qu'à Atlético, c'est des Rodri, c'est des Thomas Partey qui ont émergé pas mal ces dernières années. Donc il dénote un petit peu. Et c'est peut-être un petit vent d'air frais aussi pour Cholo d'avoir un joueur Mm. avec ses qualités techniques. Et ok, donc pour toi, Cardoso, par contre, part complètement dans la rotation d'équipe. C'est les blessures qui te font dire ça, ou alors c'est qui t'a pas convaincu sur la saison Non, non, c'est vrai que c'est dur pour lui, tu vois, avec les petits pépins physiques, il va rater la Coupe du Monde, mais pour l'instant, tu vois, je le mets quand même dans un aspect rotation. Je t'avoue que c'est pas le fait qu'il m'ait pas convaincu, c'est plus peut-être un contexte, tout ça. Ouais, non, mais clairement, je pense que dans la saison, tout le monde est plutôt content d'avoir Cardozo dans l'effectif, mais on sait qu'on peut pas s'appuyer dessus, qu'il sera pas l'alpha et l'oméga de ce milieu de terrain. Faut savoir faire des choix, qu'il faut savoir le ménager, le pauvre. Et donc après, on part sur les ailes, où du coup, j'imagine que Kangin, tu le vois plutôt sur l'aile droite, comme ce qu'il fait au PSG, pas mal. En concurrence avec un Giuliano Simeone, est-ce qu'il y en a un que tu préfères?
dans un rôle de titulaire, ou alors est-ce que ça va être très contextuel par rapport au match, par rapport à l'adversaire et à l'organisation tactique de chaque match? Ouais, ça peut être un peu cette histoire de contexte. J'exclus pas, même quand je t'ai dit, de voir Kang In Lee proche de l'attaquant, dans l'attaque à deux. On a parlé de Lookman, où j'aimerais bien le rapprocher, mais si Lookman continue côté gauche, si par exemple Baena déçoit, pourquoi pas avoir Pavlidis Kang In Lee pour le nouveau duo d'attaquants. Voilà, il peut même être avec un Sorloth. Ce qui est bien, c'est que Kang In Lee, c'est un joueur assez malléable, vraiment très ouais, polyvalent dans cette capacité à performer un peu plus sur un côté, mais après il va naturellement rentrer sur le pied gauche. Donc pour l'instant, je pars plus sur un Giuliano, mais Kang In Lee, ouais, c'est un très bon candidat. Après, j'aimerais qu'il obtienne plus de temps de jeu, donc je dois être cohérent. Donc peut-être le mettre un peu plus haut. Ouais, non, bah, et puis je pense que de toute façon, on a vu les limites aussi de Giovanni Simeone sur cette saison-là. Il a commencé très fort, il a beaucoup donné, hein. Statistiquement, ça reste un joueur qui est important à l'Atlético. Mais voilà, on a senti que sur la deuxième partie de saison, avec l'enchaînement des matchs en Ligue des Champions, en Copa, en Liga, le gaz a un peu commencé à Mm. manquer. Peut-être que voilà, le Détroit d'Ormuz lui a posé quelques petits soucis de ravitaillement et qu'il n'a pas réussi à s'alimenter. Mais effectivement, c'est peut-être qu'effectivement, il a besoin de cette concurrence et même peut-être un joueur un peu au-dessus de lui techniquement pour aussi le faire continuer à progresser. Et puis voilà, pour revenir sur Kangin, il a su jouer 9,5 hein, aussi, il me semble, au PSG. C'est un joueur Oui. ouais, qui est très très variable. Et ça permettrait aussi peut-être pour revenir sur l'aile gauche. Tout s'enchaîne, c'est magnifique, c'est très bien construit. Un Savigno qui pourrait passer sur l'aile droite, si imaginons Lookman joue de ce côté-là et quand il Oui. est plus haut, etc. Et donc, du coup, sur cette aile gauche, pour éviter les bouchons, voilà, on imagine encore Lookman pouvoir jouer de ce côté-là, mais aussi Baena. Est-ce que pour toi, Baena, c'est bon? Il est titulaire, ça joue enfin pleinement son rôle d'ailier très organisateur, très 10, déporté sur le côté gauche pour envoyer ses ballons sur Sorloth, qu'il envoyait très bien hein, pendant la saison que Sorloth a passé à Villarreal. Ouais, c'est pour ça, tu as un truc, un peu un schéma où j'imagine le quatuor un peu différent. Peut-être que dans l'idée, Baena et Kang In Lee, c'est pas forcément compatible en même temps sur le terrain. Après, le talent finit toujours par trouver son chemin. Mais si tu as Simeone à droite, je vois bien, tu vois, par exemple, un Lookman à gauche, on va dire Pavlidis et Lee. Et si c'est, tu vois, Baena par exemple, pourquoi pas avoir et Lookman et Pavlidis devant. Donc, on peut avoir deux systèmes comme ça. Et pourquoi pas, ouais, se dire que ça y est, Baena, il a fait sa petite saison d'adaptation, et là, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Ok, ouais, effectivement, ça me paraît cohérent, et je pense qu'au final, avec peut-être moins de bouchons, avec tous ces Almada, tous ces Nico qui finalement créent un peu de bouchons parce qu'il leur fallait quand même du temps de jeu, ça va laisser plus de place aux artistes, j'ai envie de dire, aux joueurs qui savent nous démontrer leur talent. Et donc on se retrouve avec une attaque pour le coup très organisée à côté, avec un Sorloth Muriki qui se complète assez bien et qui je pense pourront Mm. bien alterner en termes de temps de jeu. Un Pavlidis qui du coup sera un peu l'attaquant titulaire, peut-être celui qui est là par défaut, avec soit une attaque avec Lookman en complément, soit avec Sorloth pour apporter un peu plus de physicalité. Euh, Ça du coup c'est ton 11 final, peut-être une attaque Pavlidis Lookman par défaut. Ah, ça me plaît beaucoup. Et même, c'est pas seulement par défaut, je trouve qu'il y a un truc. Alors, voilà, on va passer à un étage inférieur, malheureusement, après Alvarez, qui avait ses moments en lumière, notamment en Ligue des Champions. Mais Pavlidis mérite sa chance. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de profils derrière, prêts à saisir la moindre opportunité, ce temps de jeu. Et du coup, on peut partir avec. Ouais, je pense que le quatuor, Lookman, Simeone, Griezmann, Alvarez, c'est presque dommage de l'avoir vu que 6 mois ensemble, comme ça. Il y aura peut-être un petit regret sur le long terme. Maintenant, bah, c'est la réalité du mercato, de certains âges et de départ. Donc, ouais, Pavlidis Lookman, j'aime bien cette idée. Ouais, franchement, ça me parle. C'est un foot qui va être assez créatif, assez flamboyant, je pense, qui va être sympa à regarder. Et voilà, pour conclure un peu cette vidéo-là, on peut essayer de se projeter avec cet effectif-là dans la saison à venir. C'est un effectif qui est très complet, voilà, qui est nourri. Tous les postes sont doublés. Comment est-ce que toi, tu les vois performer? Alors évidemment, ça dépend de tous les contextes, des blessures, des chaque micro-performance, etc. Mais au moins, quelles pour toi devraient être les ambitions de l'Atlético de Madrid avec cet effectif-là la saison prochaine? Une saison qui, comme on l'a dit au début, était assez frustrante.
Bah, déjà, ne pas être aussi loin du leader en Liga, je pense que tu as un gap qui était beaucoup trop important et comme toujours, hein, la coupe du roi, quand tu vois, certains états de forme, même pourquoi pas la super coupe d'Espagne, je pense que l'Atlético a besoin, de se j'ai pas envie de dire refaire un palmarès, mais d'obtenir cette petite coupe comme ça pour, toujours valider ce cycle Simeone qui t'apporte, beaucoup d'émotions. Maintenant avec, les montants investis, on parle pas d'un petit poussé donc faut être conforme à la réalité du club. On doit être sur une équipe après refaire une demi-finale Ligue des champions, ça dépend comme toujours, du tirage au sort, tout ça, mais c'est une équipe qui peut, sans trop de problèmes, s'engouffrer pour un quart de finale. Pour moi, c'est la Coupe du Roi que tu dois viser et en Liga, après, c'est comme d'habitude, hein, il y a peut-être d'autres années où le Real, le Barça était plus prenable. Maintenant, je trouve que le Barça d'Hansi Flick a trouvé son rythme de croisière. Faut voir comment le Real de Mourinho va se relancer et il en a bien besoin. Mais Atlético, se faire dépasser par Villarreal encore une fois, pour moi, ça va être vraiment la 3e équipe d'Espagne et tu as un écart de points qui était trop conséquent en championnat. Ouais, je pense que chaque supporter de l'Atlético et même je pense que chaque suiveur de la Liga a été assez déçu par ce positionnement final, d'autant que tout se joue sur le dernier match où on a vu un club s'effondrer hein, finalement avec ce match assez désastreux contre Villarreal que j'ai eu la chance de commenter en direct sur Twitter avec notre compte. C'était assez dur à suivre. Donc, donc effectivement, voilà, c'est peut-être la saison de la rédemption aussi par rapport à tout ça. Euh, A priori, pour l'instant, c'est la dernière année de contrat du Cholo, de Simeone. On verra s'il prolonge ou pas. On sait que c'est un peu, pour l'instant, une histoire éternelle où chaque fin d'année de contrat, ça continue de prolonger pour un an ou deux. Euh, Ce serait beau que pour le chant du cygne, le baroud d'honneur, il y ait une Copa au bout. Comme tu l'as dit, voilà, c'est le premier trophée que Cholo a gagné en saison complète. Il avait gagné l'Europa League en 2012, mais il avait fait que 7 mois. Donc ça serait un beau message d'adieu s'il partait, et ça serait une juste rétribution par rapport voilà, à l'effectif qu'on arrive à lui fournir aujourd'hui, qu'il aille chercher au moins un titre la saison prochaine. Donc Ouais, voilà. tout à fait et après, c'est toujours la même question, qui peut le remplacer? Parce que c'est un monument, quoi. C'est le Sir Alex, de Atlético, c'est comme Wenger, enfin, c'est des choses qui sont magnifiques, hein, comme Klopp, à Liverpool. Maintenant, moi, je t'avoue qu'il y a un coach, j'aimerais bien le voir quand même, dans cet Atlético parce que c'est un technicien qui m'a beaucoup plu à l'Inter. Ça s'est mal terminé avec la défaite 5-0, mais Simone Inzaghi, surtout qu'à un moment donné, on pourrait presque inverser les coachs. Simeone, on l'a beaucoup annoncé à l'Inter et voilà, mais Inzaghi, je trouve que c'est un coach qui m'a beaucoup, beaucoup parlé par moment et je pense qu'il remérite, une chance dans le foot européen et je trouve que l'Atlético, c'est un projet à sa taille. Maintenant, il faut voir, hein, parce que on ne sait jamais. Un Philippe Luis, tu vois, qui est à Monaco, prend la suite de Pocolis, ça se passe bien. Bah, L'Atlético connaît par cœur le bonhomme et ça pourrait être pourquoi pas aussi une solution. Donc on ne sait jamais. Mais pour moi, faut pas voir, tu vois, la fin du Turismo comme le cataclysme absolu. Tu as quand même quelques techniciens qui, pour moi, peuvent reprendre cet effectif. En plus, tu l'as dit, l'équipe est en bonne santé financière depuis un moment. Donc il y a des choses à construire, même après le Cholo. Oui, non, exactement. Et puis, je trouve qu'on arrive aussi à un point de rupture, ou rupture le mot est fort, mais en tout cas un point dans l'histoire du foot, où voilà, le Cholo, maintenant, c'est voilà, une légende de la Liga, peut-être même du foot en tant que coach, parce que c'est le seul qui a réussi à briser l'hégémonie Real-Barça en Liga, qui a failli réussir à même briser l'hégémonie du Real en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est effectivement un monument, mais il a commencé à essaimer un peu, il y a ses disciples. On a Fernando Torres aussi, qui est en équipe B de l'Atlético, qui va C'est peut-être vrai. passer en deuxième division espagnole. Là, les playoffs sont en train de se jouer en ce moment, ils ont encore leur chance. Et il y a Arda Turan, maintenant, qui est aussi entraîneur au Shakhtar C'est vrai, Donetsk. bien vu, bien vu. Qui a fait Donc, une demi-finale de conférence, toi, c'est bien, hein. ouais, exactement, exactement. Donc, Il y en a des disciples du Cholo. ouais, on se disait, bon, Guardiola, évidemment qu'il y aura des disciples. Luis Enrique, je pense qu'il va commencer à avoir les siens aussi. Et peut-être qu'aussi, il y a le Cholo qui vient se glisser dans la discussion des entraîneurs à héritage. Donc ça laisse de belles promesses, moi je trouve, pour le futur. Ouais, effectivement, faut pas voir ça que comme un cataclysme si ça arrive. Et voilà, ojalá, comme on dit en Espagne, espérons que ça arrive le plus tard possible pour le bien de notre club. Et avec un titre pour finir, ce sera encore mieux. Merci Scipion, merci pour cette belle vidéo. Voilà, on est déjà à 1 heure hein, quasiment. Donc on avait des choses à en dire pour ce club parfois un peu sous-médiatisé, on va dire, sur l'échelle européenne. Donc ça fait plaisir de pouvoir en parler, de glisser un mot sur notre club aimé. Et voilà, merci de t'être donné pour cette vidéo, pour ce concept.
Non, non, bah, merci à vous, merci à toi pour l'invitation, un plaisir de discuter de l'Atlético. Je t'avoue que niveau mercato idéal, je préfère limite faire des clubs comme ça que plutôt des grosses écuries parce que tu as certaines pistes qui vont revenir et tout. Là, je trouve que finalement, dans mon mercato, ça a jailli assez vite au niveau des idées, des réflexions et voilà, j'ai passé 1 heure à discuter avec toi, j'ai pas vu le temps passer donc très bon moment. Bah, c'est super, ravi de savoir ça. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire à ce beau mercato qu'on nous propose. Il y en a un deuxième qui va sortir normalement un peu après avec un autre invité. Je laisse la surprise, je laisse le suspense. Et évidemment, voilà, posez votre like, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. On va évidemment faire les promotions, mais on compte sur vous aussi pour suivre là-dessus. Au revoir à tous et au pas Atleti.